Cette semaine à Infocam, Émilie Lapierre nous parle de la toute première politique de l'arbre à être établie au Kamouraska. Voir un peu c'est quoi les enjeux, c'est quoi les constats, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer finalement la situation. Ensuite, le CI3S du Bas-Saint-Laurent nous informe d'une toute nouvelle formation qui est offerte pour la population. Ça va permettre de faire un engagement de 6 mois par la suite suivant la formation. Et enfin, Coeco nous parle du gaspillage alimentaire et de ses nombreuses conséquences. Alors, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Est-ce que les Québécois gaspillent? Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue à Infocam. Mon nom est Guillaume Pigeon et voici l'actualité de la région du Kamouraska pour cette semaine. Vous excuserez ma petite voix un peu enrouée, c'est comme ça. En premier lieu, j'ai rencontré Madame Émilie Lapierre, qui est responsable des services horticoles à la ville de Lapocatière. La ville a établi la toute première politique de l'arbre dans la MRC du Kamouraska. Donc, avec elle, on discute de qu'est-ce que c'est cette politique et c'est quoi la vision vers laquelle elle tend. Donc, Émilie, on brave le froid pour parler politique de l'arbre ici à la ville de Lapocatière. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi cette politique que vous venez tout juste d'établir? En fait, on vient tout juste, là, le conseil municipal vient d'adopter le texte de la politique de l'arbre, la toute première dans le Kamouraska. Elle n'est pas encore diffusée, là, mais là, le conseil municipal l'a adopté. Donc, on vise à lancer ça là, au courant du printemps. Donc, une politique de l'arbre, c'est quoi? Bien, c'est un document qui fait un peu le portrait de qu'est-ce qu'on a sur le territoire en termes de forêt urbaine et voir un peu c'est quoi les enjeux, c'est quoi les constats, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer finalement la situation, comment mieux encadrer, qu'est-ce qui se fait, comment mieux outiller les gens à faire les bonnes actions là, pour finalement protéger qu'est-ce qu'on a, puis augmenter idéalement là, la quantité d'arbres également. Là. Comme augmenter la quantité d'arbres, dans le fond, ça servirait à quoi? Est-ce que c'est pour être beau? Est-ce que juste avoir une idée de c'est quoi l'orientation? Bien, de plus en plus, là, dans les villes, on considère que les arbres font partie de ce qu'on appelle les infrastructures vertes. Donc, on sait de plus en plus que les arbres offrent de multiples bienfaits aux citoyens et à l'environnement en général. Donc, pour les municipalités, ils en tirent avantage à plein de niveaux. Puis, oui, c'est sûr que ça a un volet esthétique, ça a plein de bienfaits, en fait, les arbres, là, autant social qu'au niveau environnemental, tout ça. Donc, c'est vraiment que des avantages là, d'en avoir de plus en plus. Comment on fait pour mesurer si on en a assez ou si qu'est-ce qui est bon à atteindre là, comme ratio? Donc, il existe l'indice de canopée. Donc, l'indice de canopée, ça donne comme une image de la portion d'arbres sur un territoire en pourcentage, là, par exemple. Là, je rends ça un peu plus simple que c'est réellement. Mais grosso modo, une ville, pour profiter le maximum de bienfaits de la présence des arbres, on chercherait à atteindre un 40 de couvert forestier, là, de couvert de canopée. Actuellement, la ville, ici, à Lapocatière, si on ne tient pas compte de toutes les terres agricoles autour, là, mais vraiment plus la zone habitée, on serait environ à 24 de couverture. Donc, on veut continuer finalement à planter plus d'arbres pour qu'un jour, on soit capable d'atteindre le 40 C'est ce que ça implique pour, par exemple, moi, si j'avais une maison en ville puis qu'il n'y a pas d'arbre dessus, est-ce que ça peut impliquer d'obliger un citoyen à planter un arbre sur son terrain ou c'est la ville qui prend tout en charge sur ses propres terrains? Comment vous pensez fonctionner si c'est établi? Là, je sais pas. OK. Non, c'est ça. On n'est pas dans une optique d'obliger les gens. On veut mettre en place des programmes pour distribuer plus d'arbres aux citoyens, des arbres de plus gros calibre, par exemple. Donc, c'est pas des mesures qui sont
obligatoire, mais on va inciter les gens à en faire plus, soit par leur offrir gratuitement l'arbre ou offrir un soutien là, technique pour bien le positionner. Donc, juste des gestes finalement qui sont positifs, puis pas contraignants, tu sais. Par contre, au niveau de l'abattage, parce que oui, on veut planter, mais il y a aussi des gens qui abattent des arbres, tu sais. Il y a des... Donc, mieux encadrer ça, aussi restreindre le plus possible l'abattage qui sont pas nécessaires. Donc, ça, faut jouer sur 2 niveaux. Donc, c'est ça. Faire un meilleur contrôle pour être sûr qu'on en perde moins, puis d'en mettre davantage. Fait que non, il n'y aura pas de gestes comme ça contraignants, là. Par contre, on va encourager, s'il y a un arbre qui est abattu, bien, de demander d'en replanter un, si c'est possible, toujours. Là. Super. Puis j'imagine que vous n'avez pas fait ça tout seul. Est-ce qu'il y avait du monde pour vous aider dans ce beau projet-là? Oui, bien sûr, mais on a constitué là, un comité pour travailler sur la question, donc qui était formé là, de collègues là, au niveau municipal, au niveau de l'urbanisme, entre autres, au niveau des communications. Également, on est allé chercher des partenaires du milieu qui connaissent la question quand même. Donc, Coeco ont fait partie du comité. Dans toute la démarche. Donc, ils ont pu nous épauler là, dans le choix de certaines interventions ou apporter certaines sensibilités du milieu ou au niveau de vraiment là, des bienfaits de l'arbre puis de la biodiversité, tout ça. Donc, c'était vraiment un plus de les avoir avec nous. Également, on a fait affaire avec l'organisme de bassin versant au Bakir. Donc, eux aussi ont contribué à la démarche, étant donné que c'est eux qui ont fait tout notre portrait là, de la forêt urbaine pendant l'été. Donc, c'est eux, on les a engagés là, pour faire vraiment un rapport de qu'est-ce qu'on retrouve à la Pocatière comme type d'essence, comme justement pour connaître le pourcentage de canopée, l'indice de canopée. Donc, ils ont tout fait aussi l'inventaire des bandes riveraines qu'on retrouve le long de la rivière Saint-Jean. Donc, grâce à eux, on a pu avoir une idée plus claire de qu'est-ce qu'on a comme patrimoine forestier. Là. Donc, voilà. Super. Puis, en terminant, là, vous avez dit tantôt, c'est la première ici au Kamouraska. Est-ce que vous pensez faire des petits avec ça ou comment vous voyez un peu l'avenir de tout ça? Bien, écoutez, tant mieux si on est capable de donner l'exemple puis de donner l'idée à d'autres municipalités là, de faire pareil parce que mieux on connaît notre milieu, mieux on peut agir là, pour mieux l'encadrer puis le bonifier finalement. Donc, j'imagine parce que là, juste avant nous, il y a eu le Rivière-du-Loup, il y a 2 ans, je crois, qui l'ont sorti. Donc là, nous, on emboîte le pas. J'imagine que ça va suivre dans les années qui vont suivre. On l'espère. Là. Bien, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Le CI3S du Bas-Saint-Laurent offrira bientôt une formation pour préposés aux bénéficiaires et auxiliaires en santé et services sociaux. Des bourses seront disponibles pour les gens qui sont inscrits. Puis, à cet effet, j'ai discuté avec Élodie qui nous parle de tout le contexte dans lequel cette formation est offerte. Bonjour Élodie. Merci d'être ici. Oui. On va discuter ensemble du 6 Bas-Saint-Laurent. Vous avez annoncé, vous, dernièrement, une formation afin de former des préposés aux bénéficiaires puis des auxiliaires en santé et services sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Oui, en fait, c'est une prochaine cohorte qui est annoncée là, pour comme la formation accélérée qui a déjà eu lieu quelques fois, là, à quelques reprises. C'est 3 mois habituellement qui étaient prévus. Maintenant, là, c'est 5 mois. Il y a eu des petits changements dans la formation qui est proposée cette fois-ci là, pour nos boursiers. Ça va permettre de faire un engagement de 6 mois par la suite, suivant la formation, mais pas seulement en CHSLD. Ça va être selon les besoins, évidemment, mais ça va être possible de le faire en centre hospitalier aussi. Puis, comme auxiliaire en santé et services sociaux, donc plus dans d'autres secteurs, là, soit le soutien à domicile, puis c'est ça, sur les besoins qu'il y aura dans ce type d'emploi-là aussi. Okay. Justement, c'est une question que je me posais. Moi, c'est quoi la différence entre un préposé aux bénéficiaires puis un auxiliaire en santé et services sociaux? Oui, bonne question. Un préposé aux bénéficiaires est en centre hospitalier ou en centre d'hébergement. Justement, c'est vraiment lui qui va aller dans le milieu de vie de la personne ou bien dans le centre hospitalier là, pour donner des soins d'hygiène de base et tout ça. Puis, un auxiliaire en santé et services sociaux va plus aller
à domicile, justement, chez la personne. Donc, c'est un peu, les tâches sont très semblables, mais c'est vraiment plus le milieu de travail qui diffère. OK. Donc, ça peut aussi, on a des auxiliaires aussi en santé et services sociaux, par exemple, dans des milieux de vie comme en CRDI ou dans d'autres milieux aussi que le soutien à domicile, là. Mais grosso modo, ça peut, les tâches sont quand même sensiblement les mêmes. OK. Puis, est-ce que je comprends le fait que cette formation-là, vous l'annonciez, c'est parce qu'il y a un besoin important présentement de ce type de main-d'œuvre-là? Oui, ben oui, c'est sûr, comme dans tous les besoins présentement, il y a des besoins très présents partout, mais oui, c'est des métiers là, qui sont très, très en demande. Donc, oui, c'est un besoin très présent sur le territoire. OK. Puis, ça va être quel genre le format, si on peut dire, de la formation? Est-ce que c'est hybride en ligne ou est-ce que c'est toujours sur place? Est-ce que c'est théorique et pratique, surtout pratique, etc.? Comment vous voyez ça, cette formation-là? C'est les centres de formation professionnels là, qui sont plus outillés à répondre, mais grosso modo, en fait, oui, c'est une partie qui est donnée en pratique. Sur le terrain, là, c'est une deuxième partie. En fait, la première partie est plus théorique, donc c'est plus en cours, puis par la suite, sur le terrain là, pour mettre en pratique tout ça, mais c'est plus le centre de formation professionnelle qui pourrait vous donner des détails par rapport à ça. OK. Puis justement, est-ce que c'est une formation qui est offerte sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent? Moi, j'ai en tête le pavillon de l'avenir à Rivière-du-Loup, mais est-ce que c'est un endroit où c'est offert à d'autres endroits? C'est offert sur tout le territoire. En fait, là, les centres de formation professionnelle se sont entendus pour l'offrir sur tout le territoire. Par la suite, selon où seront les candidatures surtout, ça va nous pister là, à savoir justement où seront les candidats selon où est-ce qu'ils appliqueront, de où est-ce qu'ils appliqueront, mais pour l'instant, on ouvre sur tout le territoire, oui. OK. Puis est-ce qu'il y a des prérequis autres que les prérequis, disons, scolaires typiques pour s'inscrire dans un milieu, une formation professionnelle? Vous, du côté du CIS, est-ce que vous avez des prérequis spécifiques pour ça? Nous, on n'a pas de prérequis spécifiques. C'est vraiment plus les centres de formation professionnelle, justement, avec les prérequis qu'on connaît là, habituellement, selon la formation sélectionnée. Là. Ouais. Mais nous, il y a quand même un processus qui est fait, donc une entrevue pour connaître évidemment l'intérêt de la personne et tout ça, parce que c'est en contrepartie d'une bourse quand même de 12 000 fait que, puis un engagement par la suite là, de minimalement 6 mois et plus idéalement, mais c'est pour ça, là, c'est pour la raison pour laquelle on voit les gens en entrevue. Là, on aime les rencontrer avant de leur confirmer la bourse puis l'emploi par la suite. Oui, super. Puis en même temps, ben, vous parliez de bourses. Là, j'ai vu, il y a quoi, 44 bourses, je pense, qui est offert. Ouais. C'est quoi le fonctionnement d'une personne qui est intéressée, qui aimerait bénéficier de cette bourse-là, qui en aurait besoin pour suivre cette formation-là? Comment ça fonctionne? Ben en fait, tout est, c'est comme ça vient tout ensemble, si on veut. Là, c'est vraiment le candidat applique auprès des centres de formation professionnelle de leur choix, étant donné qu'on a dit qu'effectivement la formation était offerte sur tout le territoire. Donc, le candidat applique en ligne. Par la suite, il y a un premier processus qui est fait justement avec le CFP, à savoir si les critères d'admissibilité sont atteints. Puis par la suite, nous, on travaille en partenariat présentement justement avec les centres de formation. Ils nous transmettent les candidatures, puis nous, on poursuit le processus, là, l'entrevue que je nommais tantôt. Ouais. On poursuit le processus, puis par la suite, en confirmant là, le candidat, en lui confirmant la participation à la formation, bien, automatiquement, il fait partie de nos boursiers. C'est fun. On essaie de faire ça le plus agréable possible pour les candidats. Oui, oui, c'est très bien. Puis en terminant, bien évidemment, vous couvrez le Bas-Saint-Laurent au complet. Je me demandais, est-ce que peut-être vous avez une quelconque, pour les gens du Kamouraska, juste envie de nous partager une information, comment ça se passe ici au Kamouraska au niveau des CHSLD, le centre hospitalier. Si vous avez quelque chose à nous dire, à nous partager, une bonne nouvelle peut-être. Ben, une bonne nouvelle. J'ai pas de données exactes présentement pour vous aujourd'hui, mais c'est sûr qu'au Kamouraska, ce qui est intéressant, on a la chance d'avoir quand même entre autres, là, on a besoin dans plusieurs domaines, évidemment, mais entre autres, je pense aux soins infirmiers, le cégep de la Pocatière, il y a la technique en soins se donne dans ce cégep-là, donc c'est sûr que c'est un partenaire là, avec qui on travaille pour justement recruter cette main-d'œuvre-là, là, ces futurs étudiants, ben, ces étudiants-là, ces futurs employés-là, on le souhaite. Ouais. Donc, ouais, sinon, j'ai pas de chiffre là, plus précis pour vous aujourd'hui, malheureusement. C'est pas grave, c'est quand même une bonne nouvelle. Ben, Madame Élodie, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Puis ben, Merci à vous. je vous souhaite bonne chance dans votre recrutement, puis une belle journée. Merci à vous. Au revoir.
Merci. Le mois de mars est un mois dédié à la sensibilisation au niveau de la nutrition et du gaspillage alimentaire. À cet effet, j'ai été chez Coeco rencontrer Mme Solange Morneau et M. Steve Dumas qui m'ont parlé des nombreuses conséquences en fait du gaspillage alimentaire, des causes et de plusieurs astuces pour le contrer. Puis en même temps, on avait la charmante présence de M. Lionel. Donc, bonne entrevue. Sujet quand même vaste, le gaspillage alimentaire. Là, il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur votre site. C'est un peu ce qui m'a amené ici aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait, Mme Solange, me parler un peu de quelques chiffres au niveau du gaspillage alimentaire, nous mettre le portrait là, de la situation présentement? Je vais essayer de vous faire, excuse-moi, est-ce qu'on peut dire vous ou tu? Il n'y a aucun problème. Alors, je vais essayer de te faire une image dans les chiffres, mais je ne veux vraiment pas endormir le citoyen qui écoute vos émissions dans les chiffres. Mais ce qui est important à savoir, c'est que le mois de mars, depuis de nombreuses années, le mois de mars est vraiment le mois pour sensibiliser tout le monde au niveau du gaspillage alimentaire. Alors, juste pour te faire une belle image, là, c'est 2,3 millions d'aliments au Canada qui sont consommables, mais gaspillés. Alors, imagine-toi, là, cette montagne-là, mais moi, je ne prendrai pas en exemple d'une montagne. Je vais te dire, c'est à peu près 60 000 semi-remorques. Tu sais, les vannes qu'on a, là, c'est à peu près 1500 km. Ce qui veut dire, c'est des camions, des semi-remorques qui partent de Montréal puis qui se rendent à Matane, un en arrière de l'autre. Puis je pense pas que je me trompe dans les calculs, parce que je me suis fait aider par mon responsable de tonnage. Mais tu sais, c'est 2,3 millions d'aliments qui sont gaspillés dans la chaîne alimentaire. Alors, on parle de la production à l'estomac. Alors, c'est beaucoup d'aliments. Au Québec, c'est 7,1 millions, là, juste le Québec, c'est 7,1 millions de tonnes d'aliments qui entrent dans le système alimentaire, dans le système de bioalimentaire. Alors, du champ, aller à l'épicerie et de l'épicerie dans notre estomac. C'est 1,2 million, soit 15% de ces aliments-là consommables, qui sont gaspillés, qui s'en va habituellement 47% de ces aliments-là, en plus de ce que nous gaspillons dans les maisons, s'en va dans le site d'enfouissement. Ils s'en vont même pas dans nos plateaux de compostage qu'on a un peu partout au Québec ou dans les usines de biométhanisation qu'on retrouve partout au Québec. Lionel, reste tranquille, s'il vous plaît. Lionel, pour tous ceux qui veulent savoir, j'ai Lionel ici dans mon bureau. Lionel, c'est un très, très grand participant au niveau de la lutte au changement climatique. Il a 6 ans. Sa maman est professionnelle chez Coeco. Puis Lionel a une phrase, « Si tu fais pas attention à la planète, tout va t'exploser un jour dans ta figure. » Alors, Lionel, lui, c'est ça qu'il dit tout le temps et il a tout à fait raison. Des fois, on dit, non, c'est pas possible de gaspiller autant d'aliments, mais de la chaîne alimentaire, là, je vais vous faire des images, là, c'est 2 600 000 de pommes de terre qui sont jetées à chaque année. C'est beaucoup de pommes de terre consommables. OK? Elle n'est pas pourrite, là. Elle est consommable. C'est 1,3 300 000 de pommes consommables que l'on jette presque à chaque année sans être consommées. Alors, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Est-ce que les Québécois gaspillent? Oui. Malheureusement, oui. La question là, qui me vient à l'esprit, c'est dans les causes qui sont derrière ça. Est-ce que c'est nécessairement le mode de fonctionnement des familles? Est-ce que c'est la chaîne de distribution? Est-ce que c'est un peu toutes sortes de... C'est vraiment tout. Tu sais, on parle de gaz à effet de serre, hein, okay, dans le gaspillage alimentaire, mais il y a des étapes qu'il y a au niveau du début de la production où, effectivement, on fait vraiment de gaz à effet de serre. Par rapport aux chiffres que je t'ai donnés tantôt, au niveau du tonnage d'aliments qui sont gaspillés, mais imagine combien d'eau que ça prend au Québec, juste au Québec, pour
rendre ces fruits, ces légumes-là, et même au niveau des animaux, au niveau des viandes, combien d'eau que ça prend. Il n'y a personne qui peut s'imaginer ça, mais il y a des chiffres qui ont été sortis par Océan Québec et on parle de 100 millions de piscines olympiques qu'on a besoin au Québec pour rendre cette chaîne alimentaire-là possible. Et c'est là où j'invite les gens à aller visiter le site de Coeco, autant chez Facebook, devenez partenaire avec nous, ou devenez amis avec nous, ou bien aller sur le site de Coeco, puis on vous l'explique, on vous l'imagine, on fait des images, parce que je pense que c'est important. Moi, en tant que directrice générale, je dis souvent à mon personnel, faites-moi une image, je vais mieux comprendre. Et puis, on est rendu là, il faut faire des images. Même que les enfants de la 5e année, de la 6e année, si à un moment donné, tu prends une image de mon bureau, ben, j'ai un tableau où les enfants ont imaginé qu'est-ce que c'est la planète pour plus tard, ce que c'est aujourd'hui et ce que ça pourrait être demain si tu ne fais pas attention. Alors, dans tous les bureaux ici, on a ces dessins-là. On a d'ailleurs mis des dessins dans les écoles participantes. Alors, je pense qu'il faut s'arrêter à tout ça. C'est super important. Là, il y a une question qui me vient peut-être plus pour vous, M. Steve. Oui. C'est comment qu'on fait pour voir qu'est-ce qui se passe ici à Coeco? Moi, j'habite quasiment à côté, puis j'en apprends là, comme jamais. Bien, c'est sûr qu'on a une page Facebook sur laquelle on a un blog, justement, entre autres, pour le mois de mars, l'article qui va être mis de l'avant, c'est justement sur le gaspillage alimentaire. Et c'est sûr, puis on a un paquet d'autres sujets également qui sont abordés là, dans notre blog. On y retrouve également un paquet d'autres informations, autant sur l'horaire des écocentres dans les MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, les Basques. Et également, là, il y a aussi les fameuses questions avec lorsqu'on veut recycler ou lorsqu'on veut se débarrasser de choses qui nous encombrent. La première question qu'on se pose, ça va où? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis où est-ce que je peux m'en débarrasser? Donc, on a sur notre site web à coeco.org, donc co-eco.org. À ce moment-là, on a vraiment là, toutes les informations, même chose aussi, qu'est-ce qui va dans le bac brun, dans le bac bleu, même dans le bac vert. Monsieur Lionel, aurais-tu quelque chose à dire? Non. OK. C'est important aussi à savoir par rapport à Coeco, on est quand même des professionnels, on a autant des techniciens sur le terrain que des professionnels. Voyez-vous, actuellement, on a 2 employés qui sont dans des classes pour faire de la formation par rapport à carbone scolaire. Alors, on accompagne la 4e, 5e et 6e année du primaire. Alors, tous ces jeunes de ces classes-là qui y participent vont apprendre toutes les statistiques que je vous ai données. Qu'est-ce que c'est le gaspillage alimentaire? Et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils apprennent dans le carbone scolaire, l'enfant a l'obligation de l'amener à la maison. Alors, ça fait aussi réfléchir et vraiment, on est fiers de notre succès et on voit certains résultats. Certains parents nous appellent à savoir est-ce que c'est vrai ce que mon enfant me dit. Alors, pour notre organisation chez nous, on est ouvert, on a une ligne information, alors c'est vraiment facile de nous rejoindre, mais on essaie d'être partout à la fois. Et puis, c'est pas juste ici, au siège social, que les informations sont données. On est partout à la fois. Alors, on est dans les écoles, on participe fréquemment dans les activités, les festivités durant l'été, les festivals, pour dire aux gens, non, ta canette de bière, elle va pas dans le bac noir, mais elle va dans le bac bleu, dans le recyclage. Et parce qu'on devra, en tant qu'humain, être plus performant pour protéger la planète. Côté performance, justement, auriez-vous des astuces peut-être à partager à nos auditeurs pour le gaspillage alimentaire? Oui, pas pour bien gaspiller, mais bien pas gaspiller. Nous, on a des liens beaucoup avec les journaux, encore les journaux papier, parce qu'on trouve ça important et on travaille avec Info Dimanche et on va envoyer un infolettre, je ne sais pas si on l'appelle de même, là, mais pour vraiment donner des astuces pour tout le mois de mars et toute l'année 2024. On donne 5 astuces, faciles à comprendre. Puis c'est Steve qui a écrit l'article, fait que je vais lui donner le micro pour qu'il puisse parler de ces 5 astuces. Passer la parole. Donc,
La première, c'est assez simple, c'est planifier. Donc, faire l'inventaire de son garde-manger et son frigo. Donc, essayer de planifier ses menus, puis dresser une liste d'épicerie et de respecter cette liste-là autant que possible pour éviter les achats impulsifs. Donc, un des bons trucs là-dessus, bien sûr, c'est de s'assurer d'avoir quand même bien mangé avant d'entrer à l'épicerie. Ça aide beaucoup. Ouais, ça paraît sur notre porte-monnaie assez rapidement. Donc, également, essayer d'acheter en petite quantité. Donc, l'achat en vrac. Puis finalement, pas hésiter à acheter des fruits et légumes qu'on dit moches, donc qui ont des formes irrégulières, qui ont des petits défauts. Ensuite, il y a apprêter, donc apprêter nos aliments. Donc souvent aussi, ça va être d'essayer de tout utiliser. Également, finalement, partager. Donc, si on a acheté en trop grande quantité, on peut en offrir à nos amis, à nos proches. Ils vont être super heureux. Les gens qui ont le pouce vert, qui ont un jardin à la maison, ils savent souvent le mettre en pratique. Lorsque la saison des récoltes arrive, ils en ont trop, puis à ce moment-là, ils vont partager avec des voisins. Également aussi, c'est possible d'utiliser des frigos du partage dans certaines municipalités. Et également, ne pas oublier aussi les banques alimentaires qui sont toujours très heureuses de recevoir des dons de denrées. Là. Ça donne toujours un coup de pouce. Par rapport à une résidence, c'est quand même 1 300 $ par année qui est mis dans la poubelle. Et c'est approximatif 25 $ par semaine. Alors, 4 semaines dans un mois, c'est quand même 100 $ que tu mets dans tes poches. Alors, faisons comme dans le mois de février. C'est le mois de février sans alcool. En mars, ça va être le mois de mars sans gaspillage. Vous allez voir, vous allez être plus riche dans votre porte-monnaie. Oui. Peux-tu répéter, s'il te plaît? C'était ça, mon devoir. Comment il s'appelle, ton devoir? Le bricolage de Sarah. Toi, tu t'appelles comment? Lionel. Excellent. Merci. Bye bye. C'est ce qui complète InfoCam pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Excusez encore une fois ma petite voix un peu enrouée. Si vous voulez me joindre, vous pouvez m'écrire à l'adresse presse@tvck.org. Ça me fera plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.